Il existe des chars qui inspirent le respect, d'autres qui changent le cours des batailles. Et puis, il y a l'AMX-13, une anomalie roulante de l'ingénierie française, à la fois admirée, moquée et redoutée. Conçu comme un éclaireur rapide, il s'est transformé en laboratoire militaire mobile, déployé dans plus de 25 pays. Et ce, malgré un blindage si mince qu'il aurait tout aussi bien pu être en aluminium. Un véhicule capable de tirer des missiles sophistiqués, puis de rester sur place, complètement désarmé, le temps de se recharger. Pourquoi ce char a-t-il été envoyé volontairement contre des mastodontes comme le T-55 ou le M48, alors que l'issue ne faisait aucun doute? Comment a-t-il fini dans une guerre civile entre les mains de milices qui le transformèrent en engin de fortune, parfois renforcé avec du bois? Et surtout, pourquoi ce concept improbable a-t-il survécu plusieurs décennies alors que tout le destinait à l'oubli? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un char trop léger pour le front et trop armé pour la reconnaissance est devenu une légende, non pas pour ses victoires, mais pour ses failles. Et surtout, vous entendrez à la fin une histoire si absurde qu'elle semble inventée, mais qui est bel et bien réelle. Restez jusqu'au bout, car parfois, l'illogique est le reflet le plus fidèle de la réalité. Après la Seconde Guerre mondiale, la France se retrouva confrontée à une situation militaire et industrielle délicate. Son industrie de défense était dépassée, fragmentée et sous perfusion de technologies étrangères. Tandis que les grandes puissances misaient sur des chars lourds, massivement blindés et armés de canons surdimensionnés, l'état-major français fit un pari presque contre-intuitif: concevoir un engin ultra-léger, rapide, doté d'une puissance de feu inhabituelle pour sa taille, avec une silhouette assez compacte pour être transporté par avion. Ce pari allait donner naissance à l'un des véhicules les plus étranges et les plus fascinants de l'histoire militaire, l'AMX-13. L'idée centrale du projet était aussi simple qu'excentrique: intégrer un canon de grande taille sur un châssis très compact, en supprimant tous les éléments superflus. Pour cela, les ingénieurs français mirent au point une tourelle oscillante, une invention inédite à l'époque. Contrairement aux tourelles traditionnelles, où seul le canon s'élève ou s'abaisse à l'intérieur d'une coque fixe, ici, c'est tout le bloc supérieur de la tourelle qui bougeait en hauteur, avec le canon fixé de manière rigide à la structure. Le résultat? Une silhouette plus fine, un système plus léger, mais une mécanique infiniment plus délicate. La contrainte imposée était drastique: ne pas dépasser 13 tonnes. À titre de comparaison, un char américain contemporain pouvait en peser plus de 40. Pour y parvenir, tout fut réduit au minimum. L'équipage, 3 hommes. Le confort, inexistant. L'épaisseur du blindage, à peine suffisante pour arrêter des balles de fusil. 3 constructeurs furent mis en concurrence en 1947, AMX, FCM et Batignolles-Châtillon. Tous présentèrent leurs prototypes, mais c'est le projet d'AMX qui fut retenu. Le prototype intégrait déjà un système de chargement automatique inédit pour l'époque, 2 barilliers rotatifs pouvant contenir chacun 6 obus. Après chaque tir, le recul de la pièce faisait pivoter le tambour et introduisait automatiquement le projectile suivant. La cadence de tir atteignait ainsi jusqu'à 12 coups par minute. Sur le papier, c'était remarquable. En réalité, une fois les 12 obus tirés, le char devait se retirer du champ de bataille pour être rechargé manuellement. Opération qui s'effectuait par le toit de la tourelle, à l'air libre. Le premier prototype fut expédié aux États-Unis dès 1950 pour obtenir un soutien financier dans le cadre des programmes d'achat offshore. Grâce à cette aide, la production en série put commencer dès 1952. Le nouveau char prit officiellement le nom d'AMX-13, en référence à sa masse cible, et fut déployé d'abord dans des régiments de reconnaissance avant d'être intégré à grande échelle dans les forces blindées. Mais tout dans ce véhicule respirait l'expérimentation. Le commandant de char, installé à broche-10 canon, disposait d'un poste d'observation sommaire avec prisme fixe. Le tireur, à droite, utilisait un viseur télescopique et un télémètre rudimentaire. Le pilote était assis à l'avant-gauche du châssis, à quelques dizaines de centimètres du moteur à essence de 250 chevaux. Le blindage, très mince, offrait à peine une protection frontale contre les armes légères. Sur les côtés, l'arrière ou le toit, il n'y avait quasiment aucune défense. Et pourtant, malgré ses faiblesses évidentes, l'AMX-13 était rapide, capable d'atteindre 60 km/h sur route et disposait d'une autonomie d'environ 400 km grâce à un réservoir de 480 litres.
Son profil bas et sa mobilité en faisaient un bon candidat pour des embuscades ou des interventions rapides, à condition de ne jamais se retrouver face à un char ennemi plus lourd. Ce qui naquit à l'ombre des ruines de la guerre ne ressemblait à rien d'autre. Un char conçu non pas pour dominer le champ de bataille, mais pour en contourner les règles. L'AMX-13 était une arme de mouvement, un outil tactique, un symbole d'un pays qui voulait aller vite, frapper fort et repartir aussitôt, avant que l'ennemi ne comprenne ce qui s'était passé. Si l'extérieur de la MX-13 évoquait encore vaguement un char classique, son intérieur relevait de la pure expérimentation mécanique. Rien dans sa conception ne suivait les standards établis de la guerre blindée. Le cœur de l'engin battait dans sa tourelle oscillante, une solution aussi ingénieuse que périlleuse. Le canon principal, solidaire de la partie supérieure de la tourelle, ne pouvait s'élever ou s'abaisser qu'en inclinant l'ensemble du bloc. Cette contrainte transformait chaque visée verticale en un mouvement de toute la superstructure. Pas de flexibilité, pas de stabilisation, pas de compromis. À l'intérieur, le mécanisme de chargement automatique ressemblait à un revolver surdimensionné coincé dans une boîte métallique. 2 barillards rotatifs, 6 obus chacun, permettaient une cadence de feu spectaculaire pour un engin si léger. Après chaque tir, la force du recul faisait pivoter le barillet, alignant automatiquement le projectile suivant. Résultat, jusqu'à 12 coups par minute, une prouesse impressionnante sur le papier. Mais une fois les 12 obus tirés, le char devait se retirer du combat pour se recharger manuellement. Le ravitaillement se faisait par des trappes situées sur le toit de la tourelle. Une opération longue, risquée, totalement inadaptée à l'intensité du feu ennemi. Cette automatisation radicale permit de réduire l'équipage à seulement 3 hommes. Le commandant, placé à gauche du canon, disposait d'une coupole fixe dotée de 7 prismes d'observation. Sa visibilité périphérique était correcte, mais la coupole ne tournait pas. Il utilisait un viseur télescopique avec grossissement allant de 1,5 à 6 fois. À droite, le tireur disposait de 2 prismes optiques et d'un télémètre laser rudimentaire. En bas, à l'avant gauche du châssis, le conducteur partageait son espace avec le moteur, situé juste à sa droite. L'aménagement intérieur n'offrait ni confort ni protection accrue. Aucun système de vision nocturne n'était installé de série. Aucun blindage NBC contre les agents chimiques ou biologiques. Tout cela restait optionnel. L'armement principal, dans sa version initiale, était un canon rayé de 75 mm. Environ 2000 chars furent équipés de cette configuration. Puis, dès 1965, une modernisation introduisait un canon de 90 mm, monté dans une version modifiée de la tourelle FL-10. Ce nouveau canon était accompagné d'un frein de bouche, d'un manchon thermique et d'un éventail d'obus allant du perforant flèche à l'obus fumigène. 32 munitions étaient embarquées, dont 21 à l'intérieur de la tourelle. Côté défense, le constat était sévère. Le blindage frontal ne dépassait pas 40 mm. Les flancs et la tourelle affichaient entre 20 et 25 mm, l'arrière 15 et le toit à peine 10. La protection ne suffisait qu'à arrêter des munitions de mitrailleuses lourdes ou de petits calibres automatiques. Le reste du char était vulnérable à pratiquement tout. Face à un char de bataille moderne, la MX-13 n'avait aucune chance en combat ouvert. Pour compenser, certains modèles reçurent un kit de blindage additionnel, composé de plaques fixables sur le glacis, les flancs et l'avant de la tourelle. L'ensemble ajoutait environ 650 kg au véhicule. Mais là encore, cette amélioration restait symbolique. La motorisation reposait sur un moteur essence 8 cylindres à refroidissement liquide, développant 250 chevaux. Couplé à une boîte manuelle à 5 rapports avant et un arrière, le tout entraînait des barbetins à l'avant, avec des galets tendeurs à l'arrière. La suspension, à barre de torsion, comprenait 5 galets de roulement par côté, avec des amortisseurs hydrauliques sur les premiers et derniers galets. Chaque chenille, large de 350 mm, comprenait 85 maillons en acier. Sur route, le véhicule pouvait recevoir des patins en caoutchouc pour limiter l'usure. Sa vitesse maximale atteignait 60 km/h, avec une autonomie de presque 400 km grâce à un réservoir de 480 litres. La garde au sol était de 370 mm. La MX-13 pouvait franchir une tranchée de 1,60 m, un obstacle vertical de 65 cm, gravir une pente latérale de 60 degrés ou traverser un gué de 60 cm de profondeur. En somme, ce véhicule incarnait un paradoxe mécanique. Un concentré de mobilité et de feu dans une coquille de verre. Pensé pour la surprise et l'évitement, il n'avait pas sa place dans un affrontement frontal. Trop fragile pour la ligne de front, trop lourd pour l'éclaireur classique. La MX-13 était un funambule blindé, toujours à un faux pas de la catastrophe.
Le premier prototype fut expédié aux États-Unis dès 1950 pour obtenir un soutien financier dans le cadre des programmes d'achat offshore. Grâce à cette aide, la production en série put commencer dès 1952. Le nouveau char prit officiellement le nom d'AMX-13, en référence à sa masse cible, et fut déployé d'abord dans des régiments de reconnaissance avant d'être intégré à grande échelle dans les forces blindées. Mais tout dans ce véhicule respirait l'expérimentation. Le commandant de char, installé proche du canon, disposait d'un poste d'observation sommaire avec prisme fixe. Le tireur, à droite, utilisait un viseur télescopique et un télémètre rudimentaire. Le pilote était assis à l'avant-gauche du châssis, à quelques dizaines de centimètres du moteur à essence de 250 chevaux. Le blindage, très mince, offrait à peine une protection frontale contre les armes légères. Sur les côtés, l'arrière ou le toit, il n'y avait quasiment aucune défense. Et ce n'était que le début. À partir du milieu des années 60, des versions furent équipées de missiles anti-chars SS-11. Fixés de chaque côté du canon, ces engins étaient guidés par fil, sur une portée dépassant 3 km. Le tireur devait garder visuellement sa cible jusqu'à l'impact, rendant chaque lancement long, risqué et souvent inutile en situation réelle. Recharger ces missiles ? Possible, mais seulement à l'arrêt complet, à l'extérieur du char, avec des conditions optimales. Une opération qui frôlait l'insensé. Les déclinaisons de la MX-13 prirent ensuite une tournure quasi caricaturale. Certaines versions furent équipées de tourelles entièrement nouvelles, intégrant des systèmes de visée laser ou des suspensions hydropneumatiques. D'autres abandonnèrent totalement leur fonction d'origine. On vit apparaître des variantes lance-flammes, des canons automoteurs, des véhicules de commandement, des transporteurs de pont, des poseurs de mines et même des ambulances blindées. Le châssis de 13 tonnes devint le support de toutes les expérimentations. Un jour char, le lendemain dépanneuse. L'exemple le plus extrême reste sans doute celui de l'AMX-13 AUF-1, une version dotée d'un obusier de 155 mm. Le canon, massif, surplombait un châssis qui n'avait pas été conçu pour de telles contraintes. Le tir d'une seule munition provoquait un choc si violent que l'équipage devait parfois quitter le véhicule. La recharge nécessitait un second engin, dédié uniquement au transport des obus. C'était moins un système d'artillerie qu'un numéro de cirque mécanique. Cette souplesse presque excessive donna naissance à un paradoxe. L'AMX-13 pouvait tout faire, mais rien faire vraiment bien. En reconnaissance, il manquait de discrétion. En appui-feu, il manquait de stabilité. En duel blindé, il manquait de protection. Et pourtant, la France réussit à en exporter des centaines, voire des milliers, dans plus de 25 pays. Chacun y voyait ce qu'il voulait, un char léger, un canot mobile, une plateforme de test. Certains États tentèrent même de le moderniser. Le Venezuela, par exemple, lui greffa des systèmes de visée modernes. Singapour lui offrit un nouveau moteur, un viseur thermique et des blindages additionnels. Israël l'utilisa brièvement comme char de ligne avant de le reléguer à des missions secondaires. Malgré toutes ces tentatives, l'AMX-13 ne parvint jamais à devenir autre chose qu'un compromis. Trop peu blindé pour l'assaut, trop complexe pour une production massive à bas coût, trop instable pour les armements lourds, il resta un caméléon mécanique. Une machine fascinante, souvent dépassée, parfois utile, toujours surprenante. Un véhicule militaire qui semblait conçu non pas pour la victoire, mais pour l'improvisation permanente. Alors que l'AMX-13 avait été imaginé comme un éclaireur rapide, agile et discret, son utilisation sur les champs de bataille révéla une toute autre réalité. Car dans la pratique, ce véhicule léger fut régulièrement jeté dans des combats pour lesquels il n'avait jamais été conçu, avec des conséquences prévisibles. L'un des premiers terrains d'expérimentation fut l'Algérie, lors des opérations françaises de maintien de l'ordre. Dans les vastes étendues semi-désertiques, le char pouvait tirer parti de sa mobilité. Mais l'absence d'adversaires blindés limitait l'analyse de ses capacités réelles. Ce n'est que plus tard, au Moyen-Orient, que l'AMX-13 fut confronté à des ennemis disposant de véritables chars de bataille. Israël en fit l'acquisition dans les années 50, à une époque où ses forces blindées étaient encore balbutiantes. L'AMX-13 y fut utilisé non pas comme véhicule de reconnaissance, mais comme char principal. Lors de la campagne du Sinaï en 1956, il démontra une efficacité relative, grâce à sa rapidité et à l'effet de surprise. Cependant, lors de confrontations directes avec des T-45 ou des M48 égyptiens, ses faiblesses apparurent crûment. Son blindage trop mince et sa capacité limitée de tir soutenu en faisaient une cible facile en terrain découvert. Des situations similaires se répétèrent en Asie du Sud-Est. Dans les dernières phases du conflit en Indochine,
Les forces françaises envisagèrent d'y déployer l'AMX-13, mais le terrain accidenté, la végétation dense et l'humidité constante compliquaient le fonctionnement du chargeur automatique et réduisaient drastiquement la mobilité. Les trappes de rechargement s'encrassaient, la mécanique s'échauffait et l'ensemble devenait une charge plus qu'un atout. En Inde, l'AMX-13 connut un épisode à la fois glorieux et catastrophique. Durant le conflit indo-pakistanais de 1965, il participa à l'une des rares batailles de chars de l'histoire indienne. Dans un premier affrontement, grâce à une embuscade bien préparée, les équipages indiens réussirent à détruire plusieurs chars M47 pakistanais. Mais quelques jours plus tard, dans une plaine ouverte, les mêmes véhicules furent décimés en quelques minutes, incapables de rivaliser avec les blindés lourds ennemis. Le Liban offrit un théâtre encore plus chaotique. Pendant la guerre civile, plusieurs AMX-13 furent capturés, échangés, modifiés ou tout simplement bricolés par des milices. Certains arboraient des plaques de blindage soudées à la hâte, d'autres transportaient des caisses de munitions sur le toit, faute de place à l'intérieur. Un véhicule fut même aperçu avec des renforts en bois cloués sur les flancs. L'AMX-13 y devint un symbole de débrouille, un blindé de fortune, souvent hors d'usage, mais toujours présent. En Amérique latine, son parcours fut tout aussi particulier. Le Venezuela, le Pérou et même le Mexique l'utilisèrent à des fins variées. Exercices frontaliers, maintien de l'ordre, voire soutien à la population. Là encore, le manque de protection et la faible endurance mécanique limitaient son efficacité. Mais sa simplicité logistique en faisait une solution commode dans des régions à infrastructures réduites. Le cas du Maroc est aussi à noter. Dans les années 80, le royaume l'utilisait aux côtés de blindés autrichiens pour patrouiller les confins désertiques du Sahara occidental. L'AMX-13 y affrontait des combattants mobiles, souvent à bord de véhicules légers et rapides. Dans cet environnement, il n'était ni assez rapide pour poursuivre, ni assez protégé pour encaisser, ni assez moderne pour anticiper. Et pourtant, il continua à servir, par défaut, faute de mieux. Ce qui liait toutes ces expériences, c'était le même constat. L'AMX-13 était systématiquement utilisé en dehors de son rôle initial. Il était censé frapper vite, se replier aussitôt, éviter le face-à-face. Mais dans la réalité, on lui demandait d'agir comme un char lourd, sans les attributs d'un tel rôle. Il devint le bouclier des armées qui n'avaient pas les moyens d'acheter mieux. Le joker tactique dans des jeux où il n'avait pas sa place. Et malgré tout cela, il continuait de rouler, parfois par miracle, souvent par nécessité. Même après que la plupart de ses contemporains eurent disparu des arsenaux, l'AMX-13 continua de rouler, infatigable, presque par entêtement mécanique. Et ce, non pas parce qu'il était exceptionnel, mais parce qu'il était devenu une sorte d'anomalie utile, un véhicule jamais vraiment à sa place, mais toujours prêt à remplir un vide. Plus de 7000 exemplaires, toutes versions confondues, furent produits entre la France, l'Argentine et d'autres pays. Aucun autre char français ne fut fabriqué à une telle échelle. Près de la moitié fut exporté. De l'Indonésie au Salvador, de la Suisse au Népal, il traversa les continents, les doctrines, les climats et les idéologies. C'était un peu comme si l'on avait monté la même pièce de théâtre militaire sur toutes les scènes du globe, avec le même acteur principal, simplement grimé différemment à chaque représentation. L'une des forces de l'AMX-13 résidait dans sa capacité à se fondre dans tous les décors. En Suisse, il devint le Panzer léger 51. À Singapour, il fut modernisé à plusieurs reprises, recevant un viseur thermique, un nouveau moteur diesel et un système de conduite de tir sophistiqué. Au Mexique, il servait encore comme plateforme d'artillerie mobile. On vit apparaître des versions avec des canons antiaériens de 40 mm, des véhicules de commandement blindés, des ambulances, des dépanneuses et même des ponts mobiles. Le même châssis, la même base, des dizaines d'identités. Mais plus il mutait, plus ses limites devenaient visibles. Le blindage restait mince, la mécanique fragile, l'ergonomie dépassée. Pourtant, de nombreuses armées le gardèrent en service bien au-delà de ce qui aurait été raisonnable. Non par fidélité, mais par pragmatisme. Il était là, fonctionnel, facilement transportable, connu des mécaniciens, compréhensible pour les équipages. Et dans certains cas, c'était tout ce qu'on demandait. Dans des pays au budget militaire réduit, il représentait une solution acceptable. Dans d'autres, il servait de char d'entraînement, de réserve mobile ou de support pour des essais technologiques. Sa silhouette basse, sa tourelle étrange et son aspect presque anachronique en faisaient une curiosité militaire, mais aussi un outil pédagogique. Aujourd'hui, l'AMX-13 est visible dans de nombreux musées,
parfois exposées en plein air sur des places ou dans des casernes désaffectées. Quelques unités rouillent encore dans des hangars, d'autres sont entretenues par des passionnés ou des collectionneurs. Il est devenu un objet d'étude, un symbole de la guerre froide, un cas d'école en matière de design militaire expérimental. Ce véhicule n'a jamais dominé un champ de bataille. Il n'a pas marqué l'histoire par ses victoires éclatantes, mais il a traversé les décennies par la seule force de son adaptabilité. Trop léger pour la guerre moderne, trop complexe pour la production de masse, trop fragile pour l'assaut frontal, mais toujours là, à sa manière. La MX-13 est devenue une leçon roulante, celle de ce qui arrive quand on pousse une bonne idée au-delà de ses limites. Une machine survivante, construite sur une logique qui défiait toute logique.